Bonjour François Zuber, Bonjour. nous vous remercions vivement de votre disponibilité pour l'entretien. Nous comprenons que votre travail, qui couvre des sujets tels que la solidarité, la démocratie, l'éducation, permet non seulement de clarifier des questions cruciales de notre société, mais aussi d'avoir un dialogue futur entre les thèmes et les auteurs de notre cycle des humanités. Merci beaucoup, Monsieur Zuber. Merci de m'avoir invité en tout cas. Notre ami commun, Frédéric Vandenberg, lorsqu'il Mhm. a entendu parler de cet entretien, lui a envoyé un câlin fraternel. Merci. Allons-y. Pour commencer, faisons-nous une brève incursion dans votre trajectoire sociologique. Comme d'autres sociologues français de votre génération, vous avez développé une sociologie qui dépasse les impasses de la critique de la domination de la reproduction, comme celle de Pierre Bourdieu. Vos efforts correspondent clairement à un diagnostic de transformation sociale qui ont eu lieu au tournant du siècle, un diagnostic établi dans ouvrages tels que la sociologie de l'expérience, le déclin de l'institution, le travail de société. Pourriez-vous nous donner un bref aperçu de ce que serait votre sociologie de l'expérience dans vos articulations avec les transformations actuelles de la société et parler un peu en cela como vous avez arrivé alors à une sociologie de l'expérience scolaire ou éducative? Tout ça est une question assez lourde. Si vous voulez, je suis parti, comme beaucoup, de l'idée que d'une certaine manière, nous étions totalement socialisés, c'est-à-dire qu'on est fabriqué par la société, nos émotions sont sociales, etc. Et cependant, nous sommes des acteurs. Et cependant, nous agissons. Et cependant, nous ne faisons pas exactement ce que nos rôles et nos statuts nous demandent de faire. C'est pour ça, d'ailleurs, qu'il y a des protestations, des mouvements sociaux d'un côté et de l'autre côté, des dépressions, des suicides, parce que c'est le paradoxe, au fond, sur lequel s'est construite la pensée sociologique. Nous sommes complètement sociaux et en même temps, nous sommes des sujets, nous sommes des acteurs. Et je me suis intéressé à ça, d'abord en étudiant les mouvements sociaux. Les mouvements sociaux, c'est quand même à la fois le produit de la domination et le refus de la domination. Donc c'est quelque chose de a priori contradictoire. Si nous étions totalement dominés, il n'y aurait pas de mouvements sociaux. Et je me suis intéressé à ça aussi en étudiant les jeunes des quartiers populaires, en montrant que malgré tout, c'était des acteurs. Malgré tout, ils avaient des stratégies, ils avaient des subjectivités, ils n'étaient pas réductibles à leurs rôles sociaux. Et puis, je me suis intéressé à l'éducation en posant une question, au fond, assez banale, mais que les sociologues ne se posaient pas, c'était de dire l'école est un système dans lequel les individus se produisent eux-mêmes, se fabriquent eux-mêmes, par leur motivation, leur stratégie, etc. Et donc, j'ai construit un petit appareil théorique qui serait très long d'exposer, mais qui dit au fond, les acteurs sociaux sont confrontés à des situations et à des problèmes. Ces situations et ces problèmes, ce n'est pas eux qui les choisissent, mais c'est eux qui leur donnent du sens et qui réagissent à ces situations et à ces problèmes. C'est pour ça, par exemple, que je m'étais intéressé beaucoup à ce qui, pour les élèves, est un problème considérable à l'école, c'est comment se motiver pour étudier. Et ni la naissance, ni la stratégie ne suffisent pour se motiver pour étudier. Et depuis quelques années, j'ai déplacé ces questions sur la question des inégalités. Au fond, qu'est-ce qui fait que nous acceptons la plupart des inégalités? Nous les acceptons. Qu'est-ce qui fait que nous en refusons certaines? Qu'est-ce qui fait que nous agissons
Qu'est-ce qui fait que nous n'agissons pas? Donc, moi, j'ai toujours voulu, je suis un sociologue assez classique d'une certaine manière, parce que je pense qu'il y a des systèmes sociaux, des ensembles sociaux, des forces sociales. Dans une large mesure, je suis durkheimien, si vous voulez. Voilà. Je pense que je reste attaché à cette idée, et de ce point de vue-là, je suis côté Bourdieu, si vous voulez. Je pense qu'il y a des systèmes sociaux, mais à la différence de Bourdieu, je pense que les acteurs agissent, que les acteurs protestent et que la domination n'est jamais totale. D'ailleurs, si la domination était totale, il n'y aurait pas de mouvement féministe, il n'y aurait pas de mouvement écologique, il n'y aurait pas de souffrance et de protestation. Voilà un peu ma sensibilité personnelle. Alors, ce qui me caractérise, mais c'est lié à ma génération, moi, j'ai changé d'objet. C'est-à-dire que j'ai bénéficié d'un contexte universitaire où j'ai travaillé sur les mouvements sociaux, sur la jeunesse, sur les crises politiques, sur l'éducation, sur les inégalités, sur les théories de la justice, ce qui fait que c'est un peu disparate, mais c'est le charme de notre statut, qui reste un statut très privilégié, puisqu'au fond, on choisit ce qu'on peut faire. Parfait. Et bien, il y a une crise des institutions, Oui. et sans doute, elle est liée à la crise de solidarité de notre temps. C'est un axe fondamental de votre recherche, développé dans des ouvrages tels que Les places et les chances et la préférence pour l'inégalité. Comment vous avez dit, la crise de solidarité découle d'un choix de l'inégalité. Les acteurs ont fait un choix. Alors, Nous parlons, un petit peu. Nous parlions sur un modèle de justice sociale fondé pour l'égalité des chances, au détriment de l'égalité des places. Comment vous développez cette choix? Pour moi, c'est une observation très simple. C'est une observation très simple et qui est très européenne. Je conteste. C'est une observation française, anglaise, allemande, américaine du Nord. C'est qu'on a vécu dans des sociétés industrielles nationales. Pour dire les choses simplement, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles les grandes inégalités étaient des inégalités de classe, les travailleurs, les patrons, les paysans, enfin, des classes sociales, des groupes sociaux fortement constitués au sein de sociétés qui s'imaginaient être des sociétés nationales, c'est-à-dire des sociétés culturellement homogènes. Alors, c'est pas vrai, bien sûr, mais elles se voyaient comme ça. Les Français parlaient d'intégration républicaine, les Américains parlaient de melting pot, c'est-à-dire on est au fond, on était dans des sociétés qui se vivaient comme des systèmes de classe avec des conflits de classe. Et dans ce modèle-là de représentation des inégalités, l'idéal de justice sociale, ça a été la réduction des inégalités de position entre les plus riches et les plus pauvres. Au fond, les ouvriers ne demandaient pas de ne plus être ouvriers, ils demandaient d'être mieux payés, plus riches, mieux traités, etc. Et donc, l'image qu'on avait au fond du socialisme, ce n'était pas la disparition des inégalités, c'était la réduction des inégalités entre les positions sociales. Voilà. C'est pour ça, l'utopie, c'était le communisme, mais c'était... il n'y aurait plus d'inégalité du tout. Mais en pratique, pendant un siècle, les riches ont payé des impôts, on a développé l'État-providence et les inégalités de position se sont réduites. Ce modèle a été beaucoup moins puissant aux États-Unis pour des raisons historiques. Et depuis maintenant plus de 30 ans dans les pays européens, il est remplacé par une autre conception de la justice, qui est une conception au fond libérale de la justice, qui consiste à dire
puisque tous les individus sont fondamentalement égaux, en principe égaux. Les hommes, les femmes, les blancs, les noirs sont en principe égaux. La justice, c'est qu'ils ont le droit d'atteindre à toutes les positions sociales au terme d'une compétition équitable. Donc, au fond, la société, c'est comme une compétition sportive juste. Hein, on prend le départ dans la même compétition et que le meilleur gagne. Bien. C'est un modèle incontestable. C'est un modèle incontestable. Je veux dire, en termes de principe, tout le monde est pour l'égalité des chances. Mais c'est un autre modèle de justice. Pourquoi? Parce que d'abord, là où on voyait plutôt de l'exploitation, c'est-à-dire que les riches sont riches parce qu'ils exploitent les pauvres, on ne parle plus aujourd'hui d'exploitation, quasiment plus, on ne parle que de discrimination. C'est-à-dire que l'injustice, c'est l'obstacle à la pure égalité des chances. Bon. Alors, aux États-Unis, c'est spectaculaire, c'est-à-dire on n'a que des minorités. Maintenant, c'est pareil en Europe. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne conteste pas les inégalités de position sociale, mais on conteste les inégalités d'accès aux positions sociales. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et c'est une toute autre conception de la justice. Par exemple, dans la société industrielle classique, les inégalités entre les hommes et les femmes étaient très fortes, mais d'une certaine manière, elles n'étaient pas au centre d'une vision centrée sur l'exploitation économique. Aujourd'hui, les inégalités en Europe entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus faibles, mais elles sont insupportables parce que les femmes sont discriminées. Vous voyez comment ça se passe. Ouais, Et donc, ça pose un problème, évidemment. Ça pose un problème, même si le modèle est, sur le plan philosophique, parfaitement acceptable, ça pose un problème. C'est que d'abord, c'est une conception de la justice qui vise moins à réduire les inégalités qu'à produire des inégalités justes parce qu'elles découleraient d'une compétition juste. Par exemple, puisque je parle au Brésil à un peuple, à un pays qui adore le football, les habitants des favelas de Rio contestent les revenus des hommes d'affaires très riches, mais pas les revenus encore plus riches des footballeurs. Parce que le mérite des footballeurs apparaît incontestable. Vous voyez, donc, ça change la vision des choses. Et la question qui se pose à partir de là, c'est que si on veut l'égalité, il faut faire des sacrifices. Je veux dire que si je veux l'égalité des autres, il faut que je fasse des sacrifices pour les autres. Bon. Si je suis un homme, il faut que je fasse des sacrifices. Si je suis une classe moyenne, il faut que je fasse des sacrifices. Si je suis riche, il faut que je fasse des sacrifices, etc. Mais quand vous êtes dans une société qui ne se perçoit plus comme une communauté dans laquelle tout le monde dépend de tout le monde, à cause de la division du travail, l'idée de sacrifice devient un problème. Et tout le monde, au fond, veut que les autres fassent des sacrifices. Et il se crée aujourd'hui, de mon point de vue, une sorte de distance très grande entre les indignations contre les inégalités et les pratiques sociales qui sont plutôt favorables aux inégalités. Alors, comme j'ai beaucoup étudié l'école est l'exemple chimiquement pur de ce système, puisque tout le monde est pour l'égalité des chances à l'école, mais tout le monde préfère en pratique les inégalités, y compris les enseignants. Y compris les enseignants qui sont généralement à gauche pour l'égalité, mais pratiquement, ils préfèrent l'inégalité. De la même manière, on va avoir des appels à la mixité sociale, mais en réalité, personne ne veut vraiment de mixité sociale. Tout le monde préfère vivre entre soi. Ce qui fait que
aujourd'hui, vous avez une sorte de sentiment qui est très différent du sentiment d'injustice dans les sociétés de classe. C'est le sentiment que les inégalités explosent, qu'il y en a partout et qu'on est tous inégaux par rapport aux autres. Et donc, le risque, c'est plutôt la guerre de tous contre tous. Le risque, je dirais, c'est Trump. Le risque, c'est le Brexit. Le risque, c'est en France le Rassemblement national. Peut-être que le risque au Brésil a un autre nom. C'est-à-dire que tous ces leaders-là ne sont pas soutenus par les riches. Ils sont soutenus par les pauvres qui détestent les plus pauvres qu'eux. Le petit blanc américain, son ennemi, ce n'est pas le milliardaire américain, c'est le noir. Le petit blanc français, son ennemi, c'est à la fois le capitaliste, mais c'est l'immigré. L'ouvrier anglais qui votait travailliste vote conservateur. Donc, d'une certaine façon, on est dans une situation où le système d'inégalité est devenu un système de ressentiment, entre guillemets, ce qui fait que les partis traditionnels, je dirais, alors ça vaut moins pour le Brésil que pour l'Europe, mais les partis de droite, libérales, conservateurs, mais démocrates, les partis de gauche, sociaux-démocrates, etc., qui organisaient la vie sociale, ces partis sont en train de disparaître et sont remplacés par des partis qu'on appelle, alors je sais que le mot a un autre sens en Amérique latine, mais populistes, des partis qui disent les petits contre les gros, les vrais Brésiliens contre les autres, les vrais Américains contre les autres, etc. Donc, je crois qu'aujourd'hui, on est dans une situation où le vieux système d'inégalité en termes de position sociale a été remplacé par un système d'inégalité individuelle qui ne s'éteint pas et qui fait d'ailleurs que le ressentiment, l'accusation ne cesse de se développer en permanence. Et l'école, là-dedans, joue un très grand rôle. Il y a une sorte d'idéologisation de la lutte pour la reconnaissance et dans les livres, Le temps des passions tristes, vous avez fait une analyse des ressorts des ressentiments et les sources du populisme de tous les bords, droite et gauche. C'est-à-dire que quand vous êtes dans une société de classe, et je répète que vous soyez de droite ou de gauche, vous êtes dans un système d'inégalités qui sont des inégalités collectives qui ne menacent pas directement la dignité des individus. Je veux dire, je suis inégal en tant qu'ouvrier, mais je ne suis pas inégal en tant que personne. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Et vous avez une explication de la cause des inégalités. Le capitalisme, les patrons, etc., etc. Aujourd'hui, vous avez le sentiment le plus souvent que vous êtes inégal en tant qu'individu parce que vous avez échoué à l'école, parce que votre famille a divorcé, parce que vous n'avez pas eu de chance, etc., etc. Beaucoup plus individuel que collectif, donc vécu comme une forme de mépris et de non-reconnaissance. Le vocabulaire en France, il est toujours « on ne me reconnaît pas, on ne me voit pas, on ne m'entend pas, on ne m'écoute pas ». Le gouvernement vient de prendre une mesure de confinement sur la Covid et la réaction des gens, c'est de dire « ils nous méprisent ». Vous voyez, ça a changé. Ce que Thomson appelait l'économie morale a changé. Et comme en plus, vous ne pouvez pas désigner dans une société mondialisée, vous ne connaissez plus la cause du malheur. C'est comme le virus. Le capitalisme, il est partout. L'économie mondiale, elle est partout. L'information est partout.
Et comme vous ne pouvez plus désigner votre adversaire, eh bien, vous adhérez de plus en plus à des théories du complot, à des théories consistant à dire, au fond, s'il y a un virus, c'est la faute de qui vous voulez, des Chinois, des communistes, des juifs, des laboratoires pharmaceutiques, parce que d'une certaine manière, c'est comme les crises, mécanismes économiques, il n'y a plus, on ne peut plus désigner aussi bien qu'avant la cause de nos malheurs. Et évidemment, comme aujourd'hui, et c'est une bonne chose, chaque citoyen accède directement à l'expression publique grâce aux ordinateurs, grâce aux réseaux, évidemment, les syndicats ne sont plus nécessaires, les partis ne sont plus vraiment nécessaires, puisque chacun est à lui tout seul un syndicat et un parti. Je sais pas. Donc, je crois qu'aujourd'hui, avec la fin des sociétés industrielles nationales, pour dire les choses, il y a un vrai danger pour la démocratie, c'est-à-dire que les inégalités explosent, mais ne trouvent plus d'expression politique pour être résolues. Et bien souvent, d'ailleurs, vous avez la guerre des pauvres entre eux. Les pauvres détestent les plus pauvres. Les enquêtes, par exemple, sur le chômage sont très intéressantes. Il y a 30 ans, les enquêtes, on demandait aux gens pourquoi il y a du chômage, ils répondaient c'est à cause de l'économie capitaliste, etc. Aujourd'hui, ils répondent c'est à cause des chômeurs. S'il y a du chômage, c'est à cause des chômeurs. Parce que les chômeurs ne veulent pas travailler. Donc, vous avez un changement de perspective. Alors, je crois que ça n'est pas nouveau dans l'histoire, mais les mutations sont si profondes que pour dire les choses un peu bêtement, elles rendent les gens fous. Elles rendent les gens un peu fous. Parce qu'il faut comprendre le monde dans lequel on vit. Et d'une certaine manière, on ne le comprend pas. Voilà. Et comment sortir de cette économie affective des passions tristes et d'une situation de guerre des identités. Comment sortir de cette situation? Ben, je crois que le grand enjeu, évidemment, c'est... il y a plusieurs enjeux. Je crois que l'enjeu principal, évidemment, c'est la reconstruction des partis politiques. Je veux dire que les partis politiques, c'est indispensable pour transformer des colères en protestations et en programmes. Autrement, les colères continuent à tourner comme des colères. Donc ça va être un grand travail parce que la formation de nouvelles catégories politiques est une affaire très, très lourde. Bon. Alors, on voit déjà se dessiner des partis écologiques, des alliances entre les Verts et les écologistes, enfin, mais ça ne se fera pas en 3 semaines. Je veux dire que ça va être extrêmement difficile. Je crois aussi qu'il faudrait que nous changions, que nous sortions un peu du modèle de l'égalité des chances. Je veux dire que je suis favorable à l'égalité des chances, évidemment. On ne peut pas être hostile à l'égalité des chances, mais il faut rappeler que la justice, ça n'est pas que l'égalité des chances. La justice, c'est d'abord le sort des vaincus de l'égalité des chances. Je vais donner un exemple scolaire. Ça n'est pas très difficile d'aller dans une favela de Rio, de distinguer une centaine d'élèves pauvres mais très intelligents et de dire au nom de l'égalité des chances, je les mets dans un bon lycée et ils feront de bonnes études.
Ça, on peut le faire. On sait le faire. Le problème, c'est les autres. C'est ceux qui n'ont pas assez de mérite, ou qui ne sont pas assez intelligents, ou qui ne sont pas assez ci, assez ça. C'est ça le véritable problème. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, en termes scolaires, par exemple, la priorité, c'est l'enseignement élémentaire, c'est l'école de base. Et on s'aperçoit que la plupart des pays, y compris les pays déjà riches, etc., mettent beaucoup plus d'argent dans l'enseignement supérieur que dans l'enseignement élémentaire. Alors, moi, je suis universitaire, je pourrais m'en féliciter, mais il ne faut pas s'en féliciter parce que la justice sociale, ce n'est pas simplement l'égalité des chances, c'est que les vaincus de l'égalité des chances aient la meilleure situation possible. Et j'ajouterai que c'est notre intérêt. Parce que si on laisse les vaincus de l'égalité des chances dans leur sort, ils se vengeront. Et ils se vengent. Ils votent mal, ils vont dans des sectes religieuses, ils deviennent délinquants. On n'a pas intérêt à laisser se développer ça. Je veux dire, c'est aussi, c'est un peu cynique comme raisonnement, mais on ne peut pas laisser se développer ça. Donc, je crois qu'il faut changer notre vision des politiques publiques, d'une part, et puis refabriquer de l'offre politique. On ne peut pas être dans un système où les gens votent, entre guillemets, n'importe comment. Il faut refabriquer des forces politiques. Je dois reconnaître que pour le moment, on a de bonnes raisons de ne pas être très optimiste. Voilà. Et quelles sont les conséquences des transformations sociales dans l'école? Et comment construire une école juste? Une école qui fait une reconstruction de la démocratie, des conditions de solidarité. Marie Duru et moi, on vient de finir un livre, on vient de publier un livre qui est au fond une réflexion sur 60 ans de massification scolaire. Bon. Un pays comme la France, mais ça vaut pour l'Angleterre, pour les États-Unis, ça vaut pour tous ces pays-là, ces vieux pays riches, ont multiplié le nombre d'étudiants par 8 en 60 ans. Donc, le système s'est complètement ouvert, massifié, et cette massification a été faite au nom de 3 grandes promesses. Bon. La première promesse, c'était de dire une école de masse dans laquelle tous les élèves passent le baccalauréat, dont la moitié vont à l'université, sera plus juste que l'école d'avant. Alors, c'est vrai, elle est beaucoup plus juste. Elle est beaucoup plus juste. Aujourd'hui, en France ou en Angleterre, les enfants d'ouvriers vont aussi à l'université. Bon. Mais ce qu'on n'a pas perçu, c'est que ça a changé le fonctionnement de l'école parce que les inégalités se jouent maintenant à l'intérieur même du système scolaire. Si vous voulez, autrefois, c'était les inégalités d'accès à l'école. Maintenant, tout le monde accède, mais il va y avoir ce qu'on appelle de la distillation fractionnée à l'intérieur de l'école. C'est-à-dire que toutes les petites inégalités sociales, en s'accumulant, vont devenir de grandes inégalités scolaires. Et donc, il y a une formidable déception. Même si l'école est plus juste qu'elle n'était, elle est moins juste que sa promesse. Donc ça, c'est un gros problème, c'est-à-dire de faire que l'école soit capable d'offrir une culture commune avant de trier les élèves. Au fond, les écoles de masse sont des machines qui trient sans cesse les élèves et à la fin, évidemment, c'est toujours les mêmes qui gagnent et à la fin, c'est toujours les mêmes qui perdent. Mais ils sont tous passés dans l'école. Et ça, c'est un changement total. Bon. Si vous voulez, pour prendre une métaphore, autrefois, il y avait des gens qui avaient des voitures et des gens qui n'avaient pas de voiture. Aujourd'hui, tout le monde a une voiture en Europe, mais pas la même. Et le sentiment d'inégalité est peut-être plus fort qu'il n'était quand seule une minorité avait une voiture. Bon. La deuxième promesse, évidemment, que le Brésil connaît bien, c'est la promesse
du capital social, c'est-à-dire vous allez qualifier la population, ça va être bon pour l'économie parce que les diplômes vont être rentables. C'est rentable de faire des études. Or, on s'aperçoit qu'avec la massification, les inégalités de rentabilité des diplômes sont extrêmement fortes. Alors, dans un pays comme la France, si vous faites les grandes écoles, ça paye. Si vous n'avez pas de diplôme, c'est devenu un handicap insurmontable. Ça veut dire que vous êtes incapable. Bon. Et au milieu, il se crée ce qu'on appelle de l'over-education, c'est-à-dire des gens trop diplômés par rapport aux emplois disponibles, et donc des sentiments de déclassement, d'amertume, ou simplement que les études ont coûté cher et n'ont rien rapporté. Donc ça, c'est un gros problème qui ne se posait pas quand il n'y avait pas beaucoup de gens qui faisaient des études. C'est qu'aujourd'hui, on peut avoir de l'inflation, c'est-à-dire plus de diplômes que le marché du travail ne peut en absorber. Donc, c'est une grande difficulté d'ajuster la formation et les emplois. Alors, parler comme ça, c'est pas être libéral. Hein, je veux dire, il faut bien qu'à la fin, les jeunes trouvent un travail. Bon, c'est pas... Il ne suffit pas de dire la société est injuste. Il faut quand même que les gens aient du travail. Et puis, la troisième chose qui est la plus grande déception, c'est qu'on avait pensé que la massification scolaire développerait l'esprit démocratique. C'est-à-dire que plus les gens iraient à l'école, plus ils seraient démocrates, tolérants, libéraux, rationnels, etc. Bon. Ça, c'est la promesse, au fond, messianique de l'école. Plus on va à l'école, plus on est intelligent, rationnel, plus on croit à la science, plus on est tolérant, moins on est raciste, etc., etc. Et force est de constater que ça n'a pas marché du tout. Mais alors, du tout. C'est-à-dire que la croyance dans les fake news continue à monter, la confiance dans la démocratie baisse, et au fond, il n'y a que les vainqueurs de la sélection scolaire qui sont conformes aux valeurs de l'école. Je veux dire, alors en France, c'est très intéressant, les très diplômés, ils votent pour les Verts, un peu pour Macron, un peu pour la gauche, mais le peuple, lui, ceux qui ont échoué à l'école, ils votent ni pour Macron, ni pour les Verts, ni pour les partis de gauche. Ils votent à l'extrême droite ou ils ne votent pas. Donc ça, c'est une déception formidable. Et ce qui vaut pour la France, évidemment, s'observe aux États-Unis, en Angleterre et dans d'autres pays. Donc, au Brésil aussi. Je n'ose pas parler du Brésil parce que vous m'invitez, mais bon, évidemment, je ne peux pas dire que M. Bolsonaro déclenche chez moi d'un enthousiasme illimité. Voilà. Mais il faut se poser la question au fond, pourquoi cet énorme effort qui a eu plein d'aspects positifs, je ne cache pas, aujourd'hui donne le sentiment d'être à bout de souffle, que ça ne tient pas à ses promesses. Donc je crois que si la sociologie est utile, c'est pas on ne peut pas vraiment dire ce qu'il faut faire, mais on peut moins dire, là il y a un gros problème, et si on continue à agiter des slogans du style « de plus en plus d'étudiants, c'est de mieux en mieux, de plus en plus, etc. », je crois qu'on va développer la machine qui produit au fond des effets pervers de plus en plus insurmontables. Alors, je voudrais bien préciser, Marie Duru et moi, on est pour la massification scolaire, pour l'égalité des chances, bien sûr, ça va de soi. Mais il faut qu'on accepte de voir les paradoxes, les contradictions que crée ce type de développement. La dernière question. Avec Madame Marie Duru Bellat, vous avez écrit divers livres, comme les récemment publiés, L'école peut-elle sauver la démocratie, ainsi comme l'essai programmatique 10 propositions pour changer l'école. Dans cette situation,
quel changement faire de l'école pour sauver, protéger ou reconstruire la démocratie. Mais je crois que l'école devrait être beaucoup plus éducative qu'elle ne l'est. C'est-à-dire que, bien sûr, il faut aller à l'école pour apprendre les mathématiques, pour apprendre le portugais, pour apprendre l'histoire. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Mais je crois qu'il faudrait qu'on apprenne à l'école à grandir, à travailler ensemble, à être des citoyens. La grande supériorité, quand même, des pays du nord de l'Europe, en termes scolaires, ça n'est pas qu'ils sont meilleurs en mathématiques, c'est qu'ils ont une expérience scolaire positive, un rapport à eux-mêmes confiant, un rapport aux autres confiant. Je sais pas, ça fait de bons citoyens, si je peux me permettre. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut faire en formant les enseignants, en donnant des ressources à l'école, etc., etc. Donc ça, je crois que ça serait fondamental. C'est-à-dire, alors peut-être qu'il y a une bonne nouvelle qui se profile, c'est qu'avec la crise du Covid, on s'est rendu compte que la privation d'école avait rendu les enfants très malheureux. Les enfants étaient très malheureux de ne pas aller à l'école, les élèves. Mais ils n'étaient pas très malheureux parce qu'ils n'avaient plus de cours de mathématiques. Ils étaient très malheureux parce qu'ils n'avaient plus de vie sociale, parce qu'ils ne pouvaient plus grandir avec les autres. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Or ça, c'est un virage, à mon avis, qu'il faut prendre. On ne peut pas dire toujours les familles se désagrègent, les médias disent n'importe quoi, et l'école est là pour les mathématiques. Non. Si les médias disent n'importe quoi, si les familles se désagrègent, il faut que l'école fasse un boulot d'éducation démocratique. Que les élèves travaillent ensemble, que les élèves fassent des expériences, qu'ils soient heureux d'aller à l'école, qu'ils n'aient pas le sentiment d'être toujours en échec, etc., etc. Ça, c'est la première chose, et qui est vraiment fondamentale. Et la seconde chose, évidemment, c'est peut-être que, alors ça vaut surtout pour la France, il faut arrêter de croire aussi fortement au diplôme. Au fond, les diplômes, c'est très important, mais d'une certaine manière, c'est trop important parce que ça vous donne le sentiment que vous avez joué toute votre vie à 16 ou 17 ans, que c'est fini après. Bon. Donc, je crois qu'il faut dire aux gens, on peut se former, on peut quitter l'école, on peut revenir à l'école. C'est pas normal aujourd'hui de dire vous allez à l'école jusqu'à 17, 18, 20 ans, 22 ans et quand vous sortez, c'est fini. Non, il faut dire aux gens, vous allez à l'école jusqu'à 16 ans. Si vous voulez sortir, vous sortez. Et si vous voulez revenir, vous revenez. Il faut assouplir le lien entre l'école et la vie, d'une certaine manière. Si on ne le fait pas, l'école sera de plus en plus perçue comme une machine violente qui est là pour trier les élèves. Et évidemment, en plus, on sait bien qu'elle les trie de manière injuste parce que les enfants de profs et les enfants de riches, eh bien, ils ont plus de mérite que les autres. Donc, en plus, on n'y croit pas. Donc, je crois, mais peut-être que la crise du Covid va accélérer ce changement parce que là, évidemment, on est devant une situation où, les élèves ont souffert de l'absence de l'école et où, deuxièmement, les diplômés ne trouveront pas de travail à cause de la crise économique. Donc, on ne peut pas continuer de la même manière. Voilà. À quelque chose, malheur est bon, on peut dire. Voilà. Parfait. Je vous remercie beaucoup, Monsieur Joubert. C'est un entretien très instructif et très éducatif. Le public a appris beaucoup. Ben écoutez, merci beaucoup. Oui, Ça m'a fait plaisir d'aller à Rio.
Écoutez, en tout cas, au nom du consulat, je suis très heureuse d'avoir pu réaliser cet entretien avec vous et de pouvoir diffuser vos travaux un peu plus au Brésil. Avec André, on s'est rendu compte, comme vous avez confirmé cet entretien, on s'est rendu compte qu'un de vos livres vient d'être publié au Brésil. Je ne sais pas si vous étiez au courant, mais c'est justement Le temps des passions tristes. Il est publié en ce moment au Brésil au mois de septembre. Donc vous avez une actualité aussi au Brésil. Donc, ce sera l'occasion de diffuser encore plus vos réflexions et vos travaux ici. Et puis peut-être l'occasion de vous faire venir dans le cadre d'un partenariat avec une université, puisque le consulat donc, a ce travail de coopération entre la France et le Brésil. Et c'est toujours très enrichissant. Et puis, ce qu'on se disait aussi avec André, c'est que par rapport à la conférence que nous avons fait hier sur le thème de l'éducation, justement, votre intervention complète beaucoup ce qui a été dit, puisqu'on a beaucoup réfléchi hier sur le sens de l'éducation, mais plus peut-être d'une manière plus philosophique. Et votre approche sociologique va permettre de compléter tout ce dont nous avons discuté hier. Donc, je pense que ce sera tout à fait profitable pour le public brésilien. Bien. Bien, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne continuation, bon week-end. Merci. Au revoir. Au revoir. Até no contato.